Bonsoir. Elles sont à l'honneur. Les sages-femmes jouent un rôle crucial avant, pendant et après l'accouchement des bébés. Soutenues en réalité par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, les sages-femmes réfléchissent à l'occasion de leur journée autour du thème « Héroïnes de la santé pour les femmes, les adolescentes et les nouveau-nés ». Que retenir en réalité de leur mission première? Que font-elles en réalité? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans leur mission? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Noua Eugénie, vous êtes sage-femme à la retraite. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, en face de vous, Madame Mayon-Finon Marguerite, vous êtes également sage-femme à la retraite. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis enfin, Madame Adjobo Adimi Béatrice, vous êtes également sage-femme à la retraite. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci donc d'être sur ce plateau. Au cours de cette émission, nous aborderons, comme je le disais à l'entame donc de cette émission, les difficultés que vous rencontrez dans votre métier, mais la mission première en réalité que vous avez donc comme mission. J'ai envie de demander à Madame Eugénie, qui sont en réalité les sages-femmes? Les sages-femmes, ce sont des professionnels de la santé, des agents qualifiés qui s'occupent de l'amélioration du maintien de la santé des femmes, des adolescentes et des nouveau-nés. Quand vous parlez de maintien de la santé, comment? Voilà. Donc, la sage-femme, elle est là pour promouvoir la santé. C'est-à-dire, lorsqu'elle est en face de la femme, elle doit tout faire pour que la femme enceinte, depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, puisse maintenir, en tout cas, qu'elle soit en parfaite santé. Et également, le bébé aussi doit être en parfaite santé. Et quant à l'adolescente, nous savons que la bonne santé de la femme découle de celle de l'adolescente. C'est une adolescente en bonne santé qui devient une femme également en parfaite santé. Donc voilà. Votre mission première se résume autour de la protection de la santé de la femme et de l'adolescente. Et alors, certains estiment que vous n'avez que les consultations ou les accouchements à faire comme première mission. Madame Marguerite. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Les accouchements et les consultations prénatales sont d'ailleurs primordiales parce qu'une grossesse bien suivie découle à un accouchement, un accouchement avec un bon issue. La mère, quand elle est bien suivie au cours de la grossesse, c'est-à-dire quand elle reçoit des soins de qualité, elle va pouvoir bien accoucher d'un bébé vivant, bien portant, et toute la famille est en sécurité. Alors, au cours, Madame Béatrice, au cours justement de tout ce que vous faites, tout ce que vous apportez comme soins aux femmes, aux adolescentes avant donc l'accouchement, comment cela se fait? Racontez-nous un peu, puisque vous êtes pratiquante, vous avez pratiqué le métier pendant des années avant d'être à la retraite aujourd'hui. Okay. Tout ce que la sage-femme doit faire doit assurer à la promotion de la santé. Et cette promotion découle sur le bien-être des familles. Et au départ, en début, oui, la sage-femme est ce personnel de santé qui doit amener les couples à mieux se connaître avant de se mettre ensemble, les amis, à travers, je vais parler des fiancés, quoi. Okay. Avant le mariage, doit pouvoir faire la consultation prénuptiale et à travers cette consultation, savoir s'il y a compatibilité. C'est-à-dire si les deux peuvent se mettre ensemble sans faire des enfants qui, chemin faisant, va leur causer des problèmes. Donc ça veut dire qu'avant que deux personnes ne se mettent ensemble, ils doivent passer vous voir, vous sage-femme, que vous puissiez faire une consultation prénuptiale avec des examens au laboratoire à travers l'hématophorèse de l'hémoglobine. L'hématophorèse de l'hémoglobine, oui, pour savoir est-ce que c'est des drépanocytaires, est-ce que la femme, les deux sont AS par exemple, auquel cas déconseiller ce mariage parce que le risque de faire des SS est grand.
D'accord. Donc c'est en tout début, avant l'union, Oui. qu'on doit soumettre, que les couples doivent, les amis, les couples, les fiancés doivent se soumettre à ce genre de consultation. D'accord. Là, Oui. la sage-femme doit en parler pour que la population sache qu'ils ont ce devoir d'aller se faire diagnostiquer et savoir s'ils peuvent se mettre ensemble ou pas. Alors, Madame Eugénie, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de tomber sur des cas pareils où vous déconseillez justement aux jeunes de se mettre ensemble? Bon, il faut dire que c'est avec l'avènement du mariage civil de nos jours que les gens exigent cet examen. Sinon, auparavant, ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, lorsque moi, au moment où j'étais en train d'exercer, en tout cas jusqu'à présent, puisque je continue, je n'ai pas encore raconté de pareils cas. Mais Oui. je sensibilise les jeunes sur les examens prénuptiaux. Donc, ils doivent d'abord aller consulter Oui. les sages-femmes pour savoir s'ils doivent se mettre ensemble ou pas. Les sages-femmes donnent les conseils. Et après, eux, ils voient les gynécologues. D'accord. Alors, Madame Marguerite, aujourd'hui, je dirais le 5 mai, est retenu pour notamment célébrer votre journée, la journée internationale de la femme. Et depuis combien de temps, en réalité, cette journée est célébrée au Bénin? La journée internationale de la sage-femme est célébrée dans le monde depuis plus de 25 ans. Donc au Bénin, ça doit être la 13e. Pour les sages-femmes retraitées, Pour les sages-femmes retraitées. c'est la première édition. D'accord. Mais en général, pour toutes les Pour sages-femmes, toutes ça les se faisait sages-femmes. depuis. Oui, ça se des faisait années. depuis. D'accord. Alors, le thème cette année, c'est sage-femme, héroïne de la santé pour les femmes, les adolescentes et les nouveau-nés. Pourquoi on vous traite d'héroïne? Bon, je rappelle rapidement que l'association, la journée internationale de la sage-femme se fête depuis 25 ans. Nous sommes à la 25e édition. D'accord. Alors pourquoi on nous traite d'héroïne? En fait, la sage-femme, le métier de sage-femme est un métier de sacrifice. Nous avons la responsabilité d'aider la femme à avoir, d'aider la femme enceinte à avoir son enfant en sécurité, à accoucher en sécurité et à avoir son bébé en bonne santé, aller quitter la maternité avec joie et y revenir tout le temps avec son bébé dans la joie. Donc nous avons le devoir, la sage-femme a le devoir de tout faire pour aider la femme, accompagner la femme dans ce processus. Parce que c'est tout un processus. Depuis la grossesse, on a dit tout à l'heure avant la grossesse, à partir de la grossesse jusqu'à l'accouchement, la sage-femme doit s'échiner, doit travailler de jour comme de nuit pour sauver la vie de la femme et sauver la vie de son bébé. Et c'est pour ça que on peut dire que les sages-femmes sont, enfin, c'est le thème héroïne, sage-femme. Oui, les femmes, je le rappelle, sage-femme, héroïne de la santé Héroïne pour les de la femmes, les adolescentes et les nouveau-nés. C'est ça. Alors, oui, madame, un complément. Oui. Dans toutes les ethnies, on sait que c'est une femme qui court vraiment des risques. Et c'est un long voyage. Et on est sur le qui-vive. Et je peux vous donner un exemple où, par exemple, lorsque j'exerçais dans un village, j'ai eu une femme qui a accouché à domicile. À domicile. À domicile. Sans l'aide d'une sage-femme. Elle était dans son 22e accouchement. Elle avait accouché 22 fois. Donc, elle a eu 5 accouchements gémellaires et 12 grossesses sur leur seul unique enfant. Expliquez un peu cela Oui. pour le citoyen lambda qui ne comprend pas vraiment les termes techniques que vous employez. Je dis qu'elle a accouché 22 fois. 22 fois. Et oui, sur les 22 fois, elle a eu 5 accouchements de jumeaux Ok.
qui lui ont donné 10 accouchements. Et 12 autres qui lui ont donné des enfants uniques. Et ainsi, cette femme a eu 17 grossesses. 17 grossesses et 22 enfants. 17 grossesses. Voilà. Donc, elle en a perdu 5, il lui restait 17 enfants. Donc, c'est au 22e accouchement à domicile que les jumeaux étaient sortis, mais le placenta est resté. Donc, le tradipraticien qui était invité pour la délivrer n'avait pas pu. Et le mari, voyant qu'il risque de perdre sa femme, court à la maternité me chercher. Je prends l'ambulance, je vais dans la ferme. Pour la prendre, ça n'a pas été facile. Le tradipraticien ne voulait pas reconnaître qu'il a échoué. Donc il a fallu que je négocie. J'ai beaucoup négocié avec elle. Et j'ai pris cette femme qui est au bord de la mort, et je l'ai ramenée à la maternité. Je suis arrivée à faire sortir le placenta, à la prendre en charge. Je lui ai donné le traitement qu'il faut. Elle s'est retrouvée. Donc là, c'est une victoire, c'est un combat. Lorsque nous avons une femme en travail avec nous, c'est que nous allons à un combat. Et lorsque nous réussissons, on devient les héros de ce combat. Ainsi, cette femme a été sauvée et lorsqu'elle est revenue pour la conception postnatale, je l'ai mise maintenant, je l'ai aidée à adopter une méthode de contraception. Et le mari était tout heureux parce que pour lui, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait utiliser pour espacer les naissances, ce qui l'avait amené sa femme jusqu'à 22 accouchements. Donc, vous voyez, lorsque vous allez à un combat comme ça, vous sages-femmes, et vous arrivez à sauver et la mère et l'enfant, là, vous sortez héros de ce combat. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui que beaucoup de personnes ne connaissent pas en réalité le rôle que jouent les sages-femmes? À entendre madame, on a l'impression que c'est plutôt vous réellement qui donnez vraiment la vie. Monsieur le journaliste, les gens reconnaissent, mais vous savez, quand il y a une tomate pourrie dans un panier, on dit que toutes les tomates sont pourries. Sinon, la sage-femme, le métier de la sage-femme est un métier noble. Et les sages-femmes sont des femmes combattantes. Elles se sacrifient beaucoup. Donc, ce que les gens disent des sages-femmes, moi je dirais qu'il y a beaucoup. Quand vous voyez, quand on entre dans une maternité, c'est la sage-femme qui est la personne en vue, celle qu'on doit voir. Mais il y a des aides-soignantes qui travaillent là. La plupart du temps, c'est elles qui font le mauvais accueil. Il y a peut-être des sages-femmes qui le font, mais la plupart du temps, c'est le personnel non qualifié qui reçoit mal, qui réserve un mauvais accueil. Parce que la sage-femme, elle a prêté serment. Ok, d'accord. À vous suivre, vous avez sorti le mot sacrifice. Sacrifice, c'est certainement ce qu'a compris l'UNFPI qui vous accompagne justement dans votre travail. Et pour cette nouvelle année, l'édition que vous célébrez, l'UNFPI vous accompagne. Comment est-ce que vous jugez l'intervention de l'UNFPI à vos côtés? Ce n'est pas seulement cette édition. Ce n'est pas seulement pour cette édition que l'UNFPI nous accompagne. L'UNFPI fait beaucoup de choses. Ça fait près d'une trentaine d'années que l'UNFPI intervient dans la santé au Bénin et accompagne les sages-femmes dans leur formation initiale, dans leur formation en cours d'emploi et dans la réglementation de la profession. Et l'UNFPI aussi appuie l'association de la sage-femme du Bénin qui doit de temps en temps se remettre en cause, se revoir ensemble et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché dans leur profession, qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à la demande de la population, par rapport aux critiques, par rapport aux insuffisances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir améliorer la pratique de la sage-femme afin de vraiment jouer pleinement le rôle
qui est due à la sage-femme. D'accord. Madame Eugénie, de façon pratique, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPI, vous a apporté quoi de façon pratique? De façon pratique, je peux dire beaucoup. Dites-nous. Oui, parce que... Citez-nous quelques exemples. Bon, en dehors des formations en cours d'emploi, ça c'est l'UNFPI. Le curriculum de formation, l'UNFPI est fortement impliqué dans l'association. L'UNFPI nous aide et également, il y a quelque chose que nous n'avons pas ressorti, les équipements. L'UNFPI également nous aide beaucoup pour les équipements. Ça, et en dehors de ça, il y a certaines interventions de l'UNFPI, par exemple dans les fistules, la prise en charge des fistules obstétricales, oui. Là, l'UNFPI intervient beaucoup. Et vraiment, ce que l'UNFPI fait pour nous aider, c'est énorme. Et selon les informations, l'UNFPI intervient également dans certains départements précis de notre pays que vous connaissez, vous pouvez en citer, pourquoi pas? Oui, oui. Il y a dans les zones sanitaires, je peux citer par exemple à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, là où on fait beaucoup Saint-Jean-de-Dieu, ça c'est à Tangueta. À Tangueta, oui, à Tangueta. Oui, à Tangueta. L'UNFPI intervient. Maintenant, l'UNFPI intervient au niveau de plusieurs zones sanitaires. Par exemple, la zone sanitaire je peux citer Sakete-Ifaï, je peux citer la zone sanitaire ADD à Plakwe, Dogo, Diakotome, mais il y a plusieurs zones sanitaires où l'UNFPI intervient vraiment. Oui, allez-y. Kalale, Perere et Niki. L'UNFPI intervient beaucoup. L'UNFPI a fait beaucoup de choses. L'UNFPI a reconstruit la maternité de Niki, par exemple. L'UNFPI a construit un grand centre. Le centre de pédiatrie a été rénové par l'UNFPI, un service de néonatologie. Et quand on va vers l'hôpital de zone de Bembereke aussi, ils ont construit une salle d'accouchement, un service de néonatologie équipé. Donc aujourd'hui, vous êtes fiers de ce que l'UNFPI vous apporte? Oui. Il faut compléter que même à Malanville, dans le fin fond du Bénin, dans la Libori, l'UNFPI intervient aussi. Et nous sommes fiers de ce que l'UNFPI fait. Depuis le renforcement des capacités des sages-femmes, la mise à niveau des nouvelles sages-femmes qui sortent directement de la formation et qui sont mises sur le marché. Cette mise à niveau, cette remise à niveau se fait comment? Oui, il y a, quand le prestataire est affecté à son poste, oui, on ne le jette pas. Parce que c'est nous, ce que nous avons vécu. Et Dieu merci, notre formation était équilibrée, notre formation elle était complète. Ça, c'est une fierté pour nous d'en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la formation, je ne sais pas pour critiquer, la formation est au rabais. Et ça, ce n'est pas de la faute de l'équipe éducative de l'école de formation des sages-femmes. Ça, c'est un problème du système. Mais quelque part, l'UNFPI vient aujourd'hui à renfort. Oui. Et lorsque la sage-femme est sortie de la formation, elle est affectée, on ne la laisse pas seule, on la met à l'hôpital de zone où on l'accompagne, où elle fait un certain séjour pour voir comment elle doit faire face toute seule à son poste. Donc, avant, la sage-femme, on t'a fait, tu vas directement. Si on fait ça au jour d'aujourd'hui, il y aura un peu plus de casse. Et il y a aussi le coaching qui se fait. Ceux qui sont déjà au niveau des arrondissements, on complète leur formation de façon périodique. Toujours fait par l'UNFPI. Par l'UNFPI. Donc, oui. Oui. L'UNFPI, effectivement, tout à l'heure, j'avais dit que l'UNFPI s'occupe beaucoup des renforcements de compétences en cours d'emploi. Et c'est comme ça qu'on a eu des stratégies que l'UNFPI a eu à vraiment prendre en charge, toujours dans le cadre de la réduction
de la morbidité, de la mortalité maternelle et néonatale. Et je veux citer par exemple l'application des ventouses. Ça, l'UNFPA... Ça veut dire quoi? Oui, ça c'est une technique, une méthode pour aider la femme en cas d'accouchement difficile. Au moment où elle doit délivrer le bébé, et on voit qu'il y a des problèmes pour qu'elle puisse le faire seule, toute seule. Donc on l'aide en appliquant la ventouse pour sauver ce bébé-là et l'aider à sortir l'enfant en bonne santé, l'enfant vivant. En toute sécurité. Donc ça, l'UNFPA a beaucoup contribué. Il a donné des ventouses, il a formé également dans l'application de la ventouse. Donc il y a plusieurs stratégies comme ça que l'UNFPA a eu à aider les sages-femmes à maîtriser. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes... En fait, oui, madame... Oui, je voudrais ajouter que l'UNFPA est un partenaire privilégié parce que dans le domaine de la réduction de la mortalité maternelle, comme elle l'a dit, l'UNFPA aide beaucoup notre pays, le Bénin, dans la réduction et la dernière stratégie, c'est les audits de décès maternels que l'UNFPA accompagne beaucoup le ministère de la Santé dans la formation et la réalisation des audits. D'accord, c'est vrai que vous êtes, en fait, c'est l'heure du bilan également. Vous avez cité tout ce que l'UNFPA a pu faire pour vous et visiblement vous en êtes fiers. Mais qu'est-ce que vous souhaitez de plus aujourd'hui? Ça ne vient pas, madame Eugénie? Oui. Ce que nous souhaitons de plus aujourd'hui, oui, c'est un accompagnement pour nos jeunes sœurs qui sont encore en activité. D'accord. Parce que nos jeunes sœurs, elles n'ont pas vraiment bénéficié de certains privilèges que nous avons eus. Parce que nous, à notre temps, nous avions nos doyennes, nos aînés qui étaient à nos côtés et qui nous conduisaient. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que la plupart des anciennes sont à la retraite. Par ce fait qu'à un moment donné, on ne recrutait plus. Et on a encore arrêté également. C'est bien que vous voyez, avant, lorsque vous allez dans les hôpitaux, quand vous voyez une jeune, vous voyez des maîtresses sages-femmes qui sont des anciennes et qui les appuient. Qui les accompagnent. Voilà. Mais aujourd'hui, elles ne profitent plus de ça. Alors, il faut qu'on revienne pour que vraiment on trouve cette solution-là, qu'on trouve une solution à ce problème pour que ces jeunes soient accompagnés et qu'on ne les jette pas à chaque fois les pierres, elles ne savent pas faire ci, elles ne font pas ci, parce que quelque part, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'elles n'ont pas bénéficié de certains privilèges. Par exemple, au moment où nous, on nous formait, on était un certain nombre et on avait les monitrices qui nous accompagnaient. Elles nous accompagnaient sur les lieux de stage. Même quand nous allons en stage en zone rurale, on les a à nos côtés. Nous avons nos anciennes à nos côtés. Mais ces jeunes, à un moment donné, on les a formées. Elles sont si nombreuses pour un nombre très réduit d'enseignants. Si bien que vraiment, la rigueur que dont nous avons bénéficié en notre temps, elles ne l'ont pas eu. Alors, mon souhait est que ces jeunes, que nous puissions les accompagner. Et que l'UNFPA vienne donc à votre rescousse. Vous avez parlé à l'entame de cette émission des différentes attributions que vous avez, outre bien évidemment l'accouchement en toute sécurité des bébés, le suivi avant, pendant et puis après la grossesse. Vous avez parlé de la planification familiale, dans laquelle, chose que vous faites naturellement très bien. À cet effet, je vais vous inviter à suivre très rapidement ce reportage qui traite justement de la planification familiale et on revient juste après. Les pays de l'Afrique, notamment francophones, sont marqués par une croissance continue de leur population. Au Bénin, le taux de croissance démographique moyen est de 3,5% l'an, soit 300 000 nouvelles personnes chaque année. Afin de contrôler cette augmentation rapide de la population, la planification familiale est un choix qui s'impose à tout foyer. Il y a un lien direct entre la capacité d'une femme à planifier sa famille
espacer ses grossesses et accoucher sans risque, et sa capacité à s'instruire, travailler en dehors du foyer, soutenir sa famille et participer pleinement à la vie de sa communauté. Malgré les plans d'action budgétisés, ces méthodes contraceptives ne sont pas accessibles à tous. Au niveau régional, en moyenne, une femme sur 4 n'a pas accès aux utiles de contraception et l'on enregistre près de 998 décès pour 100 000 naissances vivantes, un chiffre trop élevé. Les taux élevés de morbidité et de mortalité ont également des conséquences économiques, entraînant dans la sous-région près de 5 milliards de dollars de pertes de productivité. Face à la situation, les représentants des pays du partenariat de Ouagadougou décident d'accélérer les actions afin de satisfaire tous les besoins de planification familiale non couverts, ceci avec le soutien des bailleurs de fonds. En ce qui concerne l'Organisation ouest-africaine de la santé, dans l'accomplissement de sa mission, elle a ces dernières années apporté des appuis multiformes aux États membres, surtout le financement des plans d'action de repositionnement de la planification familiale dans les États à hauteur de 8 milliards 500 millions de francs CFA. Et l'objectif commun aux 9 pays signataires du partenariat de Ouagadougou est d'atteindre 1 million de nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives d'ici 2015. L'Organisation ouest-africaine de la santé a donc signé un protocole d'entente avec l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour plus de synergie dans les actions et ainsi permettre au Bénin d'économiser 76 milliards de francs CFA. Voilà, retour sur ce plateau après donc ce reportage que nous proposait donc à l'instant Heureuse Danondé. Vous avez suivi ce reportage qui traitait donc de la planification familiale, chose dans laquelle vous excellez également bien aux côtés donc des femmes. Oui. Alors, comment est-ce que vous le faites concrètement, dites-nous? Oui. La planification familiale, maintenant que moi je suis à la retraite. À la retraite, oui. Là, lorsque je vais pour les séances de renforcement de compétences Oui. dans les maternités au niveau des zones sanitaires, là, je vois avec mes collègues et je sais de leur donner, selon le problème que je vois, des conseils. Par exemple, nous savons que au Bénin, dans notre coutume, c'est l'homme qui a la décision. Alors, je leur dis, voilà l'occasion, la seule occasion que nous avons pour rencontrer les maris, c'est lorsque les femmes accouchent. Et quand ils viennent, nous devons saisir l'occasion pour parler de la planification familiale au mari. Autant que nous en avons parlé à la femme, nous en parlons aussi au mari parce que c'est en cette période-là qu'il est vraiment dans le besoin. Et souvent, quand on fait ça, ça marche. Ça marche parce que l'homme est informé. Il sait, il comprend ce que c'est, les avantages de la contraception, il connaît. Et ainsi, les rumeurs sont vaincues et vous voyez le mari qui demande à sa femme de venir pour la planification familiale. En dehors de ça, oui, par exemple, le dimanche dernier, moi j'étais dans une église où j'ai rassemblé les femmes et je me suis entretenue avec elles sur les méthodes contraceptives. Et elles ont compris, parce qu'il y a des femmes qui pensaient qu'il fallait nécessairement avoir les règles avant de fréquenter un service de planning. Mais il y a eu en tout cas beaucoup de rumeurs, beaucoup de connaissances que ces femmes ont obtenues sur les méthodes contraceptives. Donc voilà comment ce que je fais actuellement. Donc à côté de votre rôle premier, qui est de faire accoucher en toute sécurité les femmes, vous êtes également des éducatrices. Des éducatrices, oui. Pour compléter ce que Mme Noah a dit, la planification familiale, nous ne nous occupons pas, la planification familiale ne s'occupe pas que des méthodes contraceptives. Il y a la prise en charge de l'infertilité dans le couple. Quand un couple a des difficultés à avoir des enfants, on l'accompagne aussi
avec nos petits moyens, mais quand ça nous dépasse, on envoie vers le gynécologue. Et aussi, on prend en charge les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Donc, la santé de la reproduction est incluse aussi dans la planification familiale. D'accord. Un complément, Madame Béatrice? Complément, je dirais que même hier à côté ici, dans la commune de Semekpodji, précisément dans 3 CG qui ont été identifiés par l'association, il y a eu le CG d'Ekpe, le CG d'Agranganda et le CG de Semekpodji, où nous avons, les sages-femmes, nous avons dans le cadre de la journée internationale de la sage-femme, nous avons fait le dépistage précoce des nodules de sein et le dépistage volontaire de VIH. Et notons que vraiment les enseignants étaient contents, la direction de ces différents établissements était contents parce que nous avons travaillé d'arrache-pied du matin jusqu'au soir. Ils ne pensaient pas qu'on était des retraités et ils s'étonnaient. Parce que là, comme ils ont dit, la planification, comme les 2 aînés l'ont dit, la planification ne se résume pas seulement aux méthodes contraceptives et non plus à la prise en charge de l'infertilité, mais à la prévention et à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida, et aussi du dépistage précoce du cancer de sein. Parce que plus tôt on décèle, on dépiste les nodules, mieux ça vaut, la prise en charge est plus facile. Donc la journée d'hier consistait à ça. On était une trentaine à faire le travail et puis on a travaillé sur plus de 600 élèves. Il y avait des élèves, il y avait des élèves filles, il y avait des élèves garçons, évidemment filles pour le dépistage du nodule et du VIH, les garçons pour le dépistage du VIH, le dépistage volontaire. Et il y a aussi le corps enseignant, il y avait des volontaires, des femmes, des professeurs femmes volontaires, voilà. Et donc tous ceux-là sont passés entre vos mains et vous les avez traités? Oui, hier, on a fait le dépistage hier. Juste... Moi, je voudrais... Oui. Et Dieu merci, Dieu merci, on s'est rendu compte que... Ils étaient tous en bonne santé? Oui, surtout par rapport au VIH. Ça, vraiment, on était sidérés. On a eu qu'un seul cas. On a eu qu'un seul cas. Le VIH? Pas VIH, on ne peut pas dire tout de suite. On a envoyé au laboratoire pour une confirmation. Okay. Bon, sinon, vraiment, c'est que les parents de cette zone-là peuvent être fiers d'avoir donné une bonne éducation. Évidemment, c'est Dieu qui éduque aussi. Hein. C'est cela. Madame Noah voulait... Oui, je voulais compléter pour dire que non seulement qu'on a fait ce dépistage, mais nous avons appris à ces jeunes filles comment faire l'autopalpation des seins. C'est bien que chaque mois, elles pourront elles-mêmes s'autopalper les seins pour qu'éventuellement, s'il y avait le nodule, qu'elles puissent vraiment détecter cela à temps. Donc, on leur a appris comment elles-mêmes faire la prévention du cancer du sein. Oui. Oui. Et puis, il faut ajouter que l'apparition des nodules, la période n'est pas déterminée. Ça peut arriver à tout moment. Donc, le fait d'apprendre aux élèves comment s'auto-examiner était vraiment, c'était salutaire. Et ils ont bien reçu? Oui, ils ont bien reçu. D'accord. Alors, madame, vous qui êtes justement sur ce plateau, je dirais la doyenne d'âge, ici, héroïne, bien évidemment, puisque c'est le thème de cette nouvelle édition de votre journée. Est-ce que vous pouvez faire partager avec les téléspectateurs qui nous suivent des expériences que vous avez vécues tout au long donc, de votre travail? Il y a eu plein d'expériences, mais il y a une qui m'a vraiment sidérée. En tant que jeune sage-femme, j'étais dans un poste enclavé. C'était au début de ma carrière, dans les années 79, où vers 2 heures du matin, le garçon de salle a tapé à ma porte. Naturellement, moi, je pensais que c'était pour un accouchement, mais il me dit, maman, vous aurez à aller dans la brousse loin d'ici. Hein. Je dis, il n'y a pas de problème, si je vois la personne qui va me conduire. Donc, il m'a pris sur sa moto.
Déjà, on était dans une grande brousse, mais on est encore rentré dans la brousse, à 6 ou 7 kilomètres dans la brousse. On a traversé 2 rivières. Moi, je ne pouvais pas marcher dans l'eau, hein, parce que je ne viens pas d'une zone lacustre. J'avais peur de l'eau. Donc, il m'a mis au dos. On a traversé les 2 rivières. Nous sommes arrivés dans un hameau. Madame Noa peut connaître, c'était les camps Peuls. Donc, les Peuls s'installent momentanément dans une zone. Ils mettent des toiles cirées, ils font leur habitation. Dès qu'il y a un décès là, ils se déplacent. Dans le temps, c'était ça. Donc, il y avait une femme qui a accouché depuis le matin et elle n'était pas totalement délivrée. Donc, depuis le matin? Depuis le matin. Donc, moi, je suis partie avec ma trousse, des médicaments, ceux que je pouvais utiliser en urgence. Donc, je suis entrée dans le hameau, je me suis occupée d'elle, j'ai fait les soins et puis je me suis occupée du bébé. Tous, ils allaient bien, mais la maman n'allait pas très bien parce que c'est depuis le matin, elle a eu à saigner un peu. Bon, quand j'ai fini les soins, je leur ai proposé que je vais la ramener dans mon centre. Ils ont accepté. Donc, quelqu'un l'a mise au dos. Moi, j'ai marché avec mon garçon de salle. Quand on a traversé les 2 rivières, on est remonté sur la moto. Et puis, je l'ai ramenée dans mon centre. Elle est restée là. Je me suis occupée d'elle une dizaine de jours. Et puis, elle s'est bien portée de même que son bébé. Et à partir de cet instant, chaque jour du marché, c'était des coques, du fromage. Ah, pour vous. Et on est devenus des amis. Mais ça sont les avantages aussi de la sage-femme. Vraiment, vraiment. Vous en avez beaucoup. Surtout avec ces gens-là. Et ce que moi, j'ai noté chez eux, eux, ils n'aiment pas les médicaments, ils préfèrent les injections. Quand j'ai voulu faire d'ordonnance le lendemain, il dit, maman, non. Il me dit, il faut piquer. Et on me dit, ceux qui étaient là avant moi me disent, maman, il faut prescrire tout en injection. Je leur ai expliqué, mais il m'a dit que c'est ça. En tout cas, belle expérience, en tout cas pour la suite. Vous avez eu beaucoup de fromage et tout le reste. Madame Noa, vous avez, j'imagine, eu également beaucoup d'autres témoignages, beaucoup d'autres expériences. Oui, j'en ai vraiment eu. Et bon, l'expérience dont je vais parler ici, c'est l'expérience d'un mari courageux. Un mari courageux, consciencieux, responsable. C'est toujours ça, c'est ça l'homme, justement. Oui, non, pas toujours, mais pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, parce que c'était également la nuit, il était à 5 km de la maternité et sa femme a commencé par saigner. Elle était à terme, elle devait accoucher et elle commençait par saigner. Et cette femme, il l'a mise, parce qu'il est maçon, il n'a pas un moyen de déplacement, il a mis cette femme dans une brouette. Ça m'a tellement marqué. Dans une brouette. Dans une brouette. Et il a conduit, il a couru, conduire sa femme jusqu'à la maternité dans la brouette. Et quand j'ai vu la femme, c'était la nuit, on est venu taper à ma porte, donc je l'ai vue ensanglantée, comme ça j'ai couru, on me l'a installée, donc je l'ai nettoyée et je suis encore arrivée à sauver et le bébé et la maman. Là, vraiment, j'ai encore gagné une bataille. Comme pour dire que les hommes sont quand même toujours proches et près de leurs femmes. Parfois. Bon, pourquoi parfois? Oui, madame. Je voudrais ajouter que cette expérience-là, vraiment, c'est une vraie leçon parce que le maçon, il a eu l'idée de mettre sa femme dans une brouette. Parce qu'une femme qui saigne, si elle marchait un peu, elle allait peut-être tomber. Et lui, il n'est pas en connaissance des soins d'urgence à faire pour sauver cette femme. Donc, le fait qu'il lui ait évité de marcher, c'est déjà une bonne chose. Madame Béatrice, vous en avez également beaucoup, j'estime. Les expériences, je suis la plus jeune du groupe, mais les expériences que j'ai eues, elles ne sont pas des moindres. Partagez ça avec les téléspectateurs. Oui, j'en partagerai au moins 2. Une expérience au cours de ma carrière, c'est-à-dire au moment où j'étais en clinique. C'était à Ouébo, à la maternité de Ouébo, où les femmes ne venaient pas au marché, ne venaient pas en consultation prénatale. Donc quand je suis arrivée, quand j'ai décelé ça comme une insuffisance, la maternité n'était pas fréquentée, je faisais les stratégies en CPN. J'allais vers les
femmes et j'organisais avec les chefs de village et la CPN en stratégie avancée. Et au cours de ces CPN avancées, quand la femme était quand elle était dans le 9e mois, je la dirigeais vers la maternité. Donc je sensibilisais le mari parce que j'étais proche, je rencontrais les maris, j'allais dans les familles pour expliquer le risque que la femme court. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'accouchements à domicile en ce temps. Donc j'ai eu un cas en provenance de Agon, où la femme, au cours de la CPN, la première CPN, je l'ai eue au 9e mois, je ne l'avais jamais vue, je l'ai vue, et j'ai travaillé le mari, j'ai sensibilisé le mari, qui me l'a laissé et je l'ai amené. Comme si j'avais fait, je ne sais pas comment, si c'était une prophétie, je ne savais pas, mais j'ai pris la femme, je suis venue avec elle à la maternité. Et j'ai demandé au mari de venir de temps en temps la soutenir, lui amener à manger. Après cette consultation prénatale? Après la première consultation prénatale. Elle est arrivée à la maternité. 5 jours après, dans la nuit, elle a commencé par saigner. Elle n'était pas en travail. Hein. Elle a commencé par saigner. Le matin, elle ne m'avait pas signalé. Parce qu'avant d'aller me coucher, j'étais logée, je faisais le tour pour voir comment ça va. Elle n'avait pas saigné au moment où j'avais fait le tour. Mais quand moi je suis allée me coucher, elle a commencé par saigner. Heureusement, le matin, je viens, je la vois qui saigne. Mais normalement, la femme, tu n'es pas en travail, tu n'as pas accouché, tu ne dois pas saigner. Je l'examine, c'était un placenta bas inséré. Comment on va faire ça? Ça veut dire quoi, un placenta bas inséré? Le placenta était devant la tête de l'enfant, ce qui est anormal. C'est une anomalie, une complication. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas l'avènement où il y a le portable où on peut appeler, on peut joindre l'époux. Quand aller à Agon, j'envoie le gardien à Agon, j'ai essayé d'indiquer, voir le délégué qui voit le mari. Mais pendant ce temps, c'est que moi, j'ai organisé la référence. J'ai pris la femme, j'ai pris un taxi avec la femme et je suis venue au CNHU. Arrivé au CNHU, le mari ne venait pas. Heureusement, j'avais de l'argent sur moi. On l'a examinée et il fallait la transfuser. Et aussitôt, il fallait l'opérer. Donc, j'ai pris tout ça en charge. Et le mari, enfin, c'est bien après, on avait déjà opéré la femme. Moi, j'avais même déjà quitté. Puisqu'il fallait rejoindre mon poste. J'étais la seule sage-femme avec des aides-soignantes. Il fallait rejoindre mon poste parce que la population peut avoir besoin de moi encore. Forcément. Donc, je suis venue. Et c'est là, en ce moment, que le mari est venu me voir. Je lui ai raconté les choses. Bon, je lui ai dit, ce qui importe, c'est d'aller voir la femme. Après, on va régler tout ce que moi j'ai dépensé. Et elle est partie. 2 semaines après, elle est revenue. Puisque la femme a été césarisée, elle est restée, ils ont fait ablation, elle est rentrée. Elle est revenue me voir avec le bébé. C'était vraiment une grande joie pour moi. Il n'a pas pu tout payer, ça, c'est pas un problème. Ça, là, ce n'est pas un problème. Mais au moins, la femme est revenue bien portante et le bébé est aussi bien portant. Ça fait une fierté pour moi. Vous avez participé justement à cela. Voilà. Maintenant, la deuxième expérience que j'ai eu à faire, 22 ans après l'exercice de ma fonction en clinique, j'étais allée à un cours en santé communautaire et j'ai rédigé un projet sur la base, j'étais à la direction de la santé, direction départementale de la santé. Donc j'ai vu les statistiques parce qu'il fallait que je choisisse un thème. Bon, comme moi je travaille sur la santé de la mère et de l'enfant, j'étais chef division santé maternelle et infantile dans le temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai pris les statistiques, j'ai vu que dans la zone de Tchaourou, au niveau de l'hôpital, le taux de mortalité intra-hospitalier était très élevé. Et cette année, en 2001, il y avait 1970 décès pour 100 000 naissances vivantes. J'ai dit, ça c'est trop, il faut faire quelque chose. Quand j'ai comparé j'ai vu avec le Borgou, puisque Tchaourou est dans le Borgou, ça a noyé l'effort que fait les autres zones sanitaires, y compris aussi la Libori, quand on met les 2 départements ensemble. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça là, j'ai rédigé un projet
que j'ai nommé contribution à la réduction de la mortalité maternelle à l'hôpital de zone, non, dans la zone de Tchaourou. Parce que tout ce qui se passe à Tchaourou converge, c'est tout ce qui se passe dans les zones, en périphérie qui converge vers la zone sanitaire, vers l'hôpital de zone. Donc il fallait des actions musclées au niveau des formations sanitaires qui desservies par l'hôpital de zone de Papané. Et c'est ainsi que j'ai élaboré Papané, c'est à Tchaourou, il faut le préciser. C'est l'hôpital de zone de Tchaourou qui est Papané. Voilà. Alors, quand j'ai eu ce projet, il fallait un financement pour exécuter ce projet. Parce que ça me tenait tellement à cœur. J'ai vu le DDS dans le temps, on n'a pas de moyens au niveau de la DDS pour exécuter le projet. C'est un truc que j'ai fait sur 3 ans. Et je disais, il fallait que je trouve ne serait-ce que un moyen, une ressource, même si ce n'est pas, si ça ne couvre pas tout ce que j'ai mis dans le plan, que je puisse faire au moins 1 an d'expérience sur ce projet, que ça ne soit pas un projet rédigé et laissé de côté. J'ai couru partout. Dieu merci, la coopération suisse a acheté ce projet. Et là, il m'a imposé, il m'a demandé, pour pouvoir exécuter ce projet sans difficulté, il fallait que je quitte, que je rejoigne le programme, un programme de la santé qui était au niveau de Parakou, là où je travaillais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qui constitue ma fierté, ma joie et le caractère d'héros, c'est le fait que j'avais cette possibilité-là de voir avec les zones sanitaires, de faire une analyse de la situation, de voir les réels besoins et de combler les besoins. Et à travers le renforcement des capacités, le renforcement des compétences des prestataires, la mise à niveau des infirmiers, parce que dans le Borgou et la Liborie, c'est les infirmières qui tenaient les maternités. Là-bas, les sages-femmes n'aimaient pas trop aller en périphérie à des endroits difficiles d'accès. Et c'est les infirmières qui n'avaient aucune notion en obstétrique qui allaient là-bas. Donc, le fait que la Suisse ait accepté me phagocyter et mettre à ma disposition le moyen qu'il faut pour pouvoir former tout ce personnel. C'était une grande joie pour vous. C'était une grande joie. Et à travers ça, c'est qu'ils ont rénové les formations sanitaires. Ils ont, pour motiver les agents à rester au poste, les sages-femmes et les infirmières, ils ont repris les logements, ils ont meublé les logements et vraiment, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et pour finir, c'est que avec ce projet-là, j'étais arrivé à mettre des cellules au niveau de la population. On a mis des organisations en place. Et là, les femmes se sont mises en réseau et ils ont fait face à leurs problèmes de santé. Et dans le Borgou aujourd'hui, la femme a la parole, la femme peut décider à la place de l'homme. Quand l'homme n'est pas là, la femme peut aller au centre de santé, la femme peut faire des soins parce qu'elle est arrivée à mener des actions génératrices de revenus qui la rendent indépendante financièrement. Donc, vous gardez donc de très bons souvenirs de tout ce que vous avez pu accomplir. Une grande expérience pour moi et j'en suis vraiment contente. C'est toujours bien d'en parler. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui conseiller à ces jeunes-là qui suivent vos pas, Madame Noa? Oui, à ces jeunes qui suivent nos pas, comme conseil, je demanderais à ces jeunes de chaque fois se ressourcer. Ne pas penser que ce qu'on a eu à l'école, que ça suffit. Il faut qu'elles aillent vraiment à la recherche des connaissances, améliorer leurs connaissances, leurs compétences. Et c'est ce que l'UNFPA fait aujourd'hui. Voilà. Je voudrais demander à ces jeunes d'avoir beaucoup de patience, de courage, d'endurance, d'amour du prochain pour pouvoir vraiment gérer cette cible difficile que nous avons, qu'est la femme enceinte. La femme enceinte, c'est une cible difficile et
quand on nous apporte une femme enceinte, en tout cas, dans tous les services de la santé, là où on va avec un espoir certain, c'est la maternité. On vous apporte une femme, on vous apporte une personne, on attend de vous au moins 2 en retour, sinon plus. D'accord. Alors, outre justement l'adresse à l'endroit des jeunes qui suivent vos traces aujourd'hui, une adresse à l'endroit de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui également vous accompagne depuis plusieurs années. À l'endroit de l'UNFPA, je dirais que l'UNFPA fait déjà beaucoup, mais je lui demanderai de faire davantage pour que la profession de la sage-femme retrouve sa lettre de noblesse. D'accord. Madame, nous allons faire un dernier tour de table à présent, avant de conclure cette émission. Je démarre par vous, bien évidemment. Oui, je remercie beaucoup l'UNFPA qui nous a donné cette opportunité, l'opportunité d'être sur votre plateau pour sensibiliser, enfin pour plutôt encourager nos cadettes à travailler avec amour, avec empathie, à se mettre à la place des autres. Et je dirais à l'UNFPA de ne pas baisser les bras, de continuer à aider la corporation et surtout à faire un clin d'œil à une association qui est en train de naître pour que cette association accompagne les cadettes dans l'accomplissement de leurs choses là. Et je voudrais aussi profiter pour demander aux autres partenaires techniques et financiers qui avaient intervenu de façon qualitative dans le domaine de la santé, comme la Suisse et les Belges, de ne pas baisser les bras et de revenir, parce qu'ils avaient fait de beaux travaux, de belles choses, mais qui sont en train de tomber. Il faut qu'ils accompagnent encore, qu'ils ne soient pas fatigués d'accompagner. D'accord, merci beaucoup Madame Béatrice. Ça ne va pas tomber, l'UNFPA vous aidera à continuer et à relever les nombreux défis qui s'offrent à vous aujourd'hui. Madame Béatrice, votre mot de la fin. Madame Mayon-Finon, c'est Madame Mayon-Finon. Voilà. Merci Monsieur le journaliste. Je demanderai à l'UNFPA, Madame Adimi Adjobo a déjà pris certaines de mes préoccupations en compte. Je demanderai à l'UNFPA d'aider notre ministère dans le recrutement. Je ne sais pas si c'est possible, hein, parce que encore il manque des sages-femmes sur le terrain. Parce que quand vous allez dans le septentrion, il y a des maternités qui sont encore gardées par des infirmières. Et nous, sages-femmes, on n'entend pas que des infirmières gardent des maternités. La maternité, c'est la sage-femme. Donc, que le ministère entende notre cri de cœur par notre intervention sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup Madame Mayon-Finon. Madame Noa, pour la conclusion. Oui, pour la conclusion, moi je remercie effectivement, sincèrement, l'UNFPA qui fait déjà beaucoup, et je voudrais, moi, faire un appel au ministère. Comme elle l'a dit, la sage-femme, après tout, c'est une mère de famille, c'est une mère d'enfants, c'est une épouse. Et la sage-femme, tout en étant sage-femme, a aussi des responsabilités. Donc, au niveau de sa famille, je voudrais que l'État béninois fournisse davantage d'efforts pour recruter encore de sages-femmes, affecter des sages-femmes au niveau de toutes les maternités. Et si nous voulons vraiment réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale, il faut que les maternités soient gardées par des sages-femmes compétentes et que ces sages-femmes apprennent à intégrer leur milieu de travail. D'accord, merci à vous Madame Noa Eugénie. Je le rappelle, vous êtes sage-femme à la retraite sur ce plateau. Il y avait également Madame Mayon-Finon Marguerite, également sage-femme à la retraite, et puis Madame Adjobo Adimi Béatrice, également sage-femme à la retraite. Merci infiniment à vous d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. La sage-femme, c'est une mère de famille, c'est une épouse et c'est une éducatrice.
l'UNFPA accompagne les sages-femmes dans leur mission et ça va se poursuivre. Vive donc l'UNFPA, vive les sages-femmes. À très bientôt. Bonsoir chez vous.